Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de vous recevoir ce matin dans les locaux du MEDEF 44 pour une conférence qui est organisée par la Commission Avenir et Santé de l'entreprise. Cette conférence devrait nous amener à peu près jusqu'à 10 heures et nous allons tenter, avec nos invités, de vous apporter des clés de lecture et de compréhension sur le rôle du tribunal de commerce et sur celui de Nantes en particulier. Alors, en deux ou trois chiffres au niveau national pour démarrer, 52 000 défaillances d'entreprises en 2019, environ 32 000 en 2020. Le niveau, c'est le niveau le plus bas depuis 30 ans, puisqu'il faut remonter en 1987-1988 pour trouver un niveau comparable à ce nombre de défaillances que nous avons rencontrées en 2020. Depuis, il y a eu deux pics, un pic en 1998 et puis un pic en 2013, où on a vu le nombre de défaillances dépasser les 64 000 procédures. Donc, voilà, ce nombre de défaillances en 2020 est effectivement artificiellement bas, de par les mesures de soutien aux entreprises qui ont été mises en place par le gouvernement. Et les dernières prévisions des organismes officiels laissent effectivement envisager en 2021 un nombre supérieur à 50 000 défaillances. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, je souhaitais faire en tout cas vous montrer une petite étude qui a été menée lors des inscriptions que vous avez pu faire en ligne sur le regard que vous portez sur le tribunal de commerce. Alors, je vais vous laisser prendre connaissance de ces verbatims, de ces petites remarques quelques instants. Et moi, ce que je trouve positif, c'est que finalement, on a plus que de moins, ce qui est plutôt une bonne surprise. Et si j'avais à sortir un point important à mes yeux, c'est le fait que ce soit un lieu d'écoute méconnu par les chefs d'entreprise. Et je pense que ça reflète un petit peu le thème de ce que nous souhaitons aborder avec vous ce matin. Ça justifie pleinement l'organisation de cette conférence. Et donc, pour aborder ces sujets et les thématiques que nous allons développer ce matin, nous avons, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Belley, le président du tribunal de commerce de Nantes, et Pierre Thiers, président de Chambre. Ils seront tous les deux interviewés par deux autres membres de la commission Avenir et Santé de l'entreprise, Erwan de Saint-Paul, qui est chargé de clientèle chez Filiala, qui abordera avec le président Belley le rôle du tribunal de commerce, le rôle de ses juges et de leur formation. Et puis Pascal Gélin, qui est fondateur du cabinet CF, spécialisé dans la médiation pour les entreprises, abordera avec Pierre Thiers les missions de prévention auprès des chefs d'entreprise. Et je reprendrai la parole avec le président Belley pour évoquer un sujet important qui sont le dépôt des comptes sociaux dans les entreprises. On verra pour quelles raisons le tribunal de commerce a voulu axer ce chantier pour 2021. Voilà le programme de la matinée jusqu'à 10 heures. Je vais maintenant laisser la parole à Erwan, Loïc Belley et Pierre Thiers pour le premier volet de cette conférence. Merci. On peut quitter le masque ou pas? Oui. Bonjour monsieur le président. En introduction, l'approche qu'on souhaitait avoir, c'est de bien redéfinir la bonne compréhension du fonctionnement d'un tribunal de commerce au travers de la définition de quel est le rôle précis et l'activité d'un tribunal de commerce. Et dans un deuxième temps, qui sont les juges qui le composent et comment sont-ils formés.
Beaucoup de choses. Bonjour, bonjour à toutes et tous, parce que je sais qu'il y en a qui sont en délocalisé. Alors, qui sont les juges? Les juges du tribunal de commerce, des tribunaux de commerce, ne sont pas des juges professionnels, ce sont des juges bénévoles. Dans ma présentation, j'ai même mis mécènes, c'est-à-dire que nous cotisons au moins en partie, ne serait-ce que pour obtenir une documentation fiable, et elle l'est, fiable, mais nous cotisons, nous donnons de notre argent, au moins en partie, pour nous former. Les juges sont élus par un collège électoral composé des délégués consulaires, collège électoral qui va être élargi si les dispositions législatives ne sont pas reportées, qui va être élargi aux artisans à partir du début de l'année 2022. Et ça, c'est une bonne chose que notre base électorale s'élargisse un peu, parce que personnellement, je trouvais qu'elle était un petit peu trop restreinte. Alors, j'ai vu dans les mois, certains mois, j'ai vu que les juges étaient trop âgés. Oui, c'est en partie vrai, c'est en partie vrai. Mais venez, venez rajeunir, même si nous avons besoin de personnes d'expérience, nous avons besoin de personnes qui sachent écouter. Venez nous rejoindre. J'en profite pour répondre à la question sur la formation. Nous avons une formation lourde qui est dispensée à la fois par l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et par le tribunal de commerce de Nantes. De plus en plus, nous faisons des sessions délocalisées. Comptez les 2 premières années, à peu près 15 jours par an de formation. Après, vous intégrez une chambre du tribunal de commerce. C'est obligatoirement, pendant les 2 premières années, une chambre de contentieux, puisque c'est là qu'on apprend le travail. Et puis après, vous pourrez passer, si l'envie vous en prend, aux procédures collectives, c'est-à-dire être amené à juger des dépôts de bilan, soit spontanés, soit sur assignation. Mais pendant les 2 premières années, vous travaillez en chambre contentieuse, dont M. Pierre ici est un exemple, puisqu'il est président de chambre contentieuse. Le tribunal de commerce de Nantes est composé de 33 juges et de 9 chambres. Nous avons 5 chambres de contentieux, chacune composée de 3 juges, 2 chambres des procédures collectives, également composées de 3 juges, une chambre des référés et une chambre des sanctions. Voilà. Tout faisant 9 chambres, plus un certain nombre d'autres activités. Nous avons des juges délégués aux expertises, nous avons des juges délégués au registre du commerce et les sociétés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, si j'ai répondu. Si, très très bien. Ce sont pour partie, il y a une partie de bénévolat, de bénévoles et une partie de salariés qui sont au sein du tribunal de commerce. Non, tous les juges sont bénévoles. C'est ça. Par contre, le greffe, qui est partie intégrante du tribunal, hein, oui. Juridiquement, le greffe est partie intégrante du tribunal. Là, ce sont des salariés, bien sûr. Bien sûr. Nous avons 3 greffiers en titre et 25 collaborateurs et collaboratrices, plutôt les collaboratrices d'ailleurs. Mais là, ce sont des salariés, oui, bien sûr. Parfait. Alors, en termes de rôle, pour définir un petit peu le rôle précis du tribunal de commerce et d'accompagnement, à quel moment intervient-il et comment accompagne-t-il? Nous intervenons à 2 moments. Nous intervenons quand les parties ont décidé d'en découdre, qu'elles ont essayé le chemin de la négociation et que ce chemin n'a pas abouti, nous persistons encore un peu à l'ouverture des audiences. Nous conseillons aux parties de réemprunter ce chemin de la négociation
mais on ne peut pas l'imposer. En droit français, il y a un grand principe, c'est l'accès au procès. On ne peut pas vous empêcher l'accès au procès. On peut vous conseiller de négocier, mais en règle générale, quand les parties viennent au tribunal, c'est que la voie de la négociation n'a pas abouti. Ça, c'est la première partie, essentiellement du contentieux. Et puis la deuxième partie, c'est la partie, on va en parler, Pierre Thiers va en parler, c'est la partie, on peut l'appeler négociation, hein, parce que c'est l'équivalent de la négociation en matière de société, c'est la partie prévention des difficultés des entreprises, qui est une partie extrêmement importante, qui est une partie que nous souhaitons développer, que tous les tribunaux de commerce souhaitent développer, qui a du mal à prendre racine auprès des chefs d'entreprise pour des raisons vraiment diverses et variées. On les égrènera, on les passera en revue. Mais pour répondre à votre question, c'est une partie contentieuse, régler les litiges, donc appliquer le droit, et une partie prévention également importante, malheureusement pas assez importante. Très bien. Merci. En termes d'activité, est-ce que le contexte actuel vous amène à une activité particulièrement soutenue, eu égard à l'année précédente ou avec un petit peu de recul? Vous êtes dans quelle phase de demande ou de traitement et d'échange? À l'heure actuelle, aussi bien en contentieux qu'en procédure collective ou en prévention, nous fonctionnons à, allez, en gros 50%. 50% d'activité. Nous avons ouvert 350 procédures collectives en 2020, alors que d'habitude, nous en ouvrons entre 580 et 600. D'accord ? Ce qui est normal, puisque les entreprises sont sous perfusion, donc elles se maintiennent à flot et elles ne viennent pas, bien évidemment, au tribunal. Ce n'est pas ça qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est que, bon an, mal an, on a 500 entreprises qui déposent leur bilan par an. Nous ne les avons pas eues. Elles existent. Elles vont donc venir. Quand est-ce qu'elles vont venir et comment vont-elles venir? Ça, c'est toute la problématique. Chacun fait des prévisions, 2021, 2022, 2023, les présidentielles, les mesures de soutien ne vont pas s'arrêter, si elles vont s'arrêter, on ne sait pas trop. Ce que je sais, c'est que j'ai 400 entreprises qui vont venir au tribunal en plus du flux normal. En plus du flux normal. Donc, d'ores et déjà, nous nous sommes mis en position pour pouvoir absorber cette vague. Donc, on est évidemment convaincu du nombre croissant. En revanche, on n'a aucune évidemment visibilité court, moyen terme sur la future activité du tribunal de commerce. Parfait, je vous remercie. Je vous en prie. Juste pour repréciser un point que je n'avais pas évoqué en introduction, les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Yann Le Mitoire, qui à la technique, va récupérer l'ensemble des questions qui seront posées. Et c'est à la fin de la conférence qu'il fera une synthèse éventuelle de manière à ce qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions. Mais comme je peux. Allez-y, puisque vous voyez les slides là, vous voyez un petit peu comment on fonctionne. Donc 33 juges élus, un président élu par les juges en activité pour 4 ans. C'est le fonctionnement d'une entreprise, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. On a un comité de pilotage qui est composé des présidents de chambre et du juge en charge de la formation et des greffiers, bien sûr, et des greffiers qui organisent la vie du tribunal, qui prend les décisions, qui décide des investissements, qui décide des formations, qui passe les messages d'unification de jurisprudence autant qu'on puisse unifier les jurisprudences, à peu près tous les 2 ou 3 mois. Ensuite, on a des réunions de juges, tous les 3 mois également,
les juges sont évalués tous les ans par les présidents de chambre et contresignés par le président du tribunal. C'est un entretien d'évaluation, hein, comme les entreprises le connaissent, en connaissent, qui me permet également de faire le lien tout de suite avec les besoins de formation, puisque vous savez que ces moments sont des moments toujours appréciés des collaborateurs, qui permettent de se dégager du quotidien pendant 1 heure ou 2, et puis de se dire les choses en face, puisque l'essentiel de notre activité, c'est quand même de juger. Ce serait le comble qu'on n'accepte pas de l'être. Donc on l'est par nos présidents de chambre. Moi, je suis par la cour d'appel. Voilà, c'est normal. Et on fait le lien. Et nous par le président. Voilà. Voilà. Le greffe, j'en ai parlé. 3 greffiers en titre, 25 salariés. Une assistance de tous les instants. Alors le greffe, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la lourdeur. Alors on a sûrement des points de lourdeur, hein. Ça, je n'en disconviens pas. Le greffe en a aussi. Je suis prêt à répondre à ces questions sur la lourdeur. C'est pas le sentiment que j'ai, mais je suis dans le tribunal, donc je suis mauvais juge, si je puis dire. Mais pour moi, c'est pas le point de faiblesse du tribunal. Mais je suis prêt à en débattre. L'assistance aux audiences de procédure collective et aux audiences de contentieux et de référé, oui, c'est une assistance importante que celle des greffiers. Poste très, très important. Activité, 10 à 12 000 décisions par an, toutes décisions confondues, hein. C'est-à-dire, vous voyez, hier, j'ai signé une ordonnance, c'est la première fois que ça m'arrivait, d'une société qui est arrivée en bout de vie. Les statuts avaient été signés il y a 50 ans, en général c'est 99, mais là c'était 50 ans, et elle arrivait au terme des 50 ans, et sûrement parce que ça faisait 50 ans, les associés ont oublié de programmer l'Assemblée générale de poursuite de l'activité. Donc ils sont venus voir le président du tribunal pour que je les autorise à faire une nouvelle Assemblée générale. Bon voilà, ça c'est une décision que j'ai rendue. Ce n'est pas une décision conflictuelle, mais c'est une décision que j'ai rendue. 350 ouvertures de procédures collectives. Plutôt sur 600. Hein, 500, on est plutôt sur 580-600. Voilà. 110 mandats ad hoc ou conciliation. Pierre vous en parlera tout à l'heure. Une juridiction présidentielle, c'est l'exemple que je vous ai donné. C'est l'accès à un juge qui ne peut être que le président du tribunal, soit en personne, soit par délégation. On appelle ça la saisine sur requête. C'est quoi? C'est toute la vie sociale d'une société où on a besoin de déverrouiller. C'est une société qui vient me voir parce que le dirigeant s'est fait hospitaliser et puis il ne peut plus signer. Bon, faut que je nomme un mandataire pour signer. La société est arrivée en fin de vie. Il faut la reconduire. Et puis aussi des situations conflictuelles ou pré-conflictuelles, notamment en matière de concurrence déloyale, toutes les requêtes qui nous sont présentées pour faire des saisies mobilières ou immobilières ou des saisies de fichiers, saisies de documents, notamment en concurrence déloyale, beaucoup en concurrence déloyale. La juridiction présidentielle, là en 2020, je crois que ça a été 1300 ou 1350, d'habitude c'est 1500, 1600 ordonnances. Alors, notre cour, c'est la cour d'appel de Rennes, bien évidemment. Notre taux d'appel, nous avons un taux d'appel, alors ce sont les chiffres de 2019, hein, excusez-moi, taux d'appel de 12,90%, que j'ai arrondi à 13 pour être plus lisible. Et si je mets les 13% en base 100, nous avons 30% de renonciation à l'appel, en cours de procédure, ils renoncent, 30% de réformation totale ou partielle, et 30% de confirmation totale ou partielle. Alors, il manque 10% parce que je vous ai fait des arrondis à 30%. Nous faisons partie de la 11e délégation
qui regroupe tous les tribunaux de l'ouest de la France. Comme le tribunal de commerce de Nantes fonctionne en partie avec son comité de pilotage, la 11e délégation, c'est pareil, c'est le même principe, à un échelon au-dessus. Les 11 tribunaux de commerce se réunissent, on met ensemble nos problèmes, nos plaintes, nos joies, nos déceptions, voilà. Et puis on déjeunait avant, ensemble. Il y a peut-être une chose que tu n'as pas dit, qui Oui. était prévue quand on est TGS. Ah oui, et effectivement, on est TCS. TCS, pardon. Effectivement. Je sais que tu l'avais dit. Oui, je l'ai mis, mais comme j'ai pris en cours de route, depuis 2016, je crois, les tribunaux de commerce, enfin, la carte judiciaire s'est enrichie, je pense qu'on peut le dire comme ça, de tribunaux de commerce spécialisés. C'est-à-dire des tribunaux de commerce dont on estimait qu'ils avaient, tant au niveau du tribunal qu'au niveau du greffe, qu'au niveau des mandataires judiciaires, la logistique suffisante pour gérer de très grosses entreprises qui déposeraient leur bilan. Des entreprises de plusieurs milliers de personnes. Donc, il y a 16 tribunaux de commerce spécialisés et le tribunal de commerce de Nantes est un tribunal de commerce spécialisé qui nous amène à prendre des entreprises qui ne seraient pas normalement dans notre ressort, qui seraient au Mans, qui seraient à Laval, mais que nous prenons en tant que tribunal de commerce spécialisé. J'ajoute qu'il y a eu une excellente disposition législative à l'intérieur de cette disposition législative globale qui a été prise et qui nous permet de prendre dans la formation de jugement en tant que tribunal de commerce spécialisé le président du tribunal de commerce qui aurait été normalement compétent s'il n'y avait pas eu de tribunal de commerce spécialisé. Et c'est une excellente chose. Pourquoi? D'abord par respect et par correction, hein, vis-à-vis du président du tribunal de commerce qui aurait été normalement compétent, mais surtout parce que nous avons besoin qu'il nous fasse remonter les problèmes économiques spécifiques à sa région, spécifiques à l'entreprise, qu'il connaît beaucoup mieux que nous. Donc, il fait partie de la formation de jugement. C'est une excellente disposition et nous la vivons vraiment très, très bien. Et je pense que les présidents des tribunaux de commerce qui s'adjoignent à la formation de jugement, je pense le vivent bien aussi. Excellente petit cavalier juridique qui a été pensé par le législateur. Merci. Mais du coup, le territoire du tribunal de commerce de Nantes s'arrête où exactement? C'est Nantes. Il y a un tribunal de commerce également à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. D'accord. Voilà. C'est alors le ressort de tous les cantons, je ne le connais pas, tous les cantons de la Loire-Atlantique, sauf ceux qui sont de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, puisque nous sommes un des rares départements, il doit y en avoir une dizaine, où nous avons 2 tribunaux de commerce. C'est ça. Tribunal de commerce. Pour autant, dans cette circonscription du tribunal de commerce de Nantes, sur la 11e région, on est le tribunal le plus gros, en fait. Hein. Malgré tout, même si nous n'avons pas un département complet. Puis, quand vous dites 11, c'est-à-dire que le territoire national est découpé en 11 Non, la Bretagne. La Bretagne. Tribunal de commerce, il y en a 134, ouais. Avec les dom-toms. Avec les dom-toms et les tribunaux judiciaires avec des chambres commerciales de l'Est de la France. Et notre région, en termes de tribunal, la 11e région, comprend en gros région Bretagne et Pays de la Loire. Et dans cet ensemble-là, le tribunal de commerce de Nantes est le plus gros de tous ces tribunaux, y compris de Rennes, même si Rennes couvre. Non, il y a Saint-Malo aussi, exactement. Il y a 2 tribunaux aussi dans le 35. J'en comprends une totale autonomie du tribunal de commerce de Nantes, mais avec la présence de fortes interactions tout de même avec les différents tribunaux et des échanges très réguliers. Et avec le tribunal judiciaire, avec la Cour d'appel de Rennes, avec le tribunal administratif, avec le conseil des prud'hommes. Quand on se rencontre, le tribunal de commerce est dans la boucle comme tous les autres, on voit qu'on a les mêmes problèmes.
essentiellement budgétaires, mais les mêmes problèmes. Et j'ai cru comprendre que vous comptiez ou vous pensiez vous rapprocher du tribunal judiciaire. Oui, physiquement, Physique, ouais. voilà, physiquement, derrière le tribunal judiciaire, il va y avoir une construction qui va être entreprise, qui va accueillir 230 ou 240 personnes. Au greffe, déjà, il y a 28 personnes. Nous, on est 33. Donc, vous voyez, déjà, il y a 60 personnes qui arrivent. Le Conseil des prud'hommes va arriver. Le tribunal paritaire des baux ruraux, je crois, va venir. Le tribunal de la sécurité sociale. Voilà, donc ça va vite faire 200 ou 250 personnes. Juste derrière le tribunal judiciaire. C'était prévu, avant le Covid, c'était prévu pour 2022-2023. Voilà. 2024-2025, oui, je pense. Oui, oui. Mais physiquement, oui, on réintègre avec les avantages et les inconvénients. Est-ce que ça n'a pas de nature à renforcer un peu le côté tribunal, justement, Si, bien sûr. Qu'on essaye finalement, un peu de gommer, si je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr. Mais ça va être encore plus anxiogène, vous ne pensez pas, non? Oui, bien sûr. Surtout surtout que le site, il est quand même pas excessivement accueillant. Enfin, il est assez personnel. Il est assez on se sent coupable assez vite. Oui, absolument. Je partage votre point de vue. Oui, oui. Mais bon, là aussi, une nécessité budgétaire fait loi. Et c'est vrai que c'est plus rationnel d'avoir une cité judiciaire, comme ça existe dans beaucoup de villes. Hein. Dans beaucoup de villes, ce sont des cités judiciaires qui regroupent tous les tribunaux. Donc, s'il y a ce côté anxiogène que l'on va pouvoir avoir, il va falloir le compenser par un gros travail pédagogique, d'être au plus proche de la réalité des entreprises, au plus proche des chefs d'entreprise, vous faire des matinées ou des conférences comme celle de ce matin pour mieux expliquer le rôle du tribunal. On est d'accord? Absolument. Ce sont des choses que vous souhaitez développer encore plus dans les mois, dans les années qui viennent. Vas-y. Le IBLA fait très souvent des interventions et facilite ce genre d'intervention pour faire connaître. On a une activité qui n'est connue que par les procédures de mise en liquidation ou de redressement judiciaire, finalement. Or, c'est une part importante de l'activité du tribunal, mais il y a toute l'activité de la gestion des contentieux entre sociétés. Hein, ça occupe la moitié des juges, même un peu plus. On a la prévention, qui est très peu connue, et tout l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui, c'est notamment d'en parler un petit peu plus, puisque c'est le meilleur moyen, on le verra, de prendre les difficultés très à l'amont et de sortir par le haut avec beaucoup plus de chances de succès. Pierre, merci, et Président également. C'est une bonne transition, puisque je pense qu'on va pouvoir évoquer maintenant les missions d'accompagnement du tribunal. Merci, Erwan. Avec plaisir, merci, monsieur. Et on va accueillir Pascal Gélin, qui va engager la discussion avec vous sur ces missions du tribunal, et notamment sur le rôle de la prévention que vous venez d'exprimer à l'instant. Merci François, merci. Je renouvelle mes remerciements au Président pour nous accorder un petit peu ce temps d'échange. Alors, si j'ai bien écouté, on a parlé de l'organisation. Très bien. Et je pense qu'on va aller dans le cœur de votre sujet. Certainement ce qui va accompagner ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je vais peut-être rebondir un petit peu sur un mot que vous avez employé, qui va peut-être permettre de sensibiliser. Vous avez parlé de vagues qui allaient nous arriver. C'est une vaguelette ou un tsunami qui nous attend? Ça dépend comment elle vient. Si elle vient sur 6 mois, ça va être une vague. Si elle vient sur 1 mois, c'est un tsunami. Très bien. Ce que je sais, c'est que, je le sais parce que c'est la vie, hein, je veux dire, il y a 400 entreprises qui survivent alors qu'elles ne devraient pas survivre. Bon. Elles vont donc tomber. D'accord? Bon. Comment vont-elles tomber? Si elles tombent en 1 mois, on va prendre un tsunami. Si elles tombent sur 6 mois, 8 mois, 12 mois, on va pouvoir absorber la vague de façon
plus sereine. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Surtout avec une présidentielle. Oui. Je sais pas. Alors, justement, on va peut-être revenir au cœur missionnel du tribunal de commerce, de ce qui fait je dirais quasiment votre quotidien, dans les mesures d'accompagnement. Si vous aviez définir peut-être une, deux ou trois idées principales, comment le tribunal de commerce peut-il aider une entreprise très clairement, très concrètement? Quelles sont vos pistes d'information, de communication dans ce domaine-là? Le tribunal, par définition, est là pour accueillir les entreprises dès qu'elles détectent dans leur manière de développer leurs activités des difficultés. Alors, si ce sont des difficultés d'ordre mal payées par un de leurs clients, eh bien, il y a des procédures contentieuses, hein, donc, ce qui est assignation, injonction de payer. Donc là, le tribunal délivre les ordonnances, répond aux requêtes qui peuvent être faites par ces entreprises. Donc ça, c'est sur leur vie normale. Et puis tous leurs accidents de la vie, leurs événements de la vie, la prolongation d'une existence, comme le rappelait tout à l'heure le président avec les 50 ans d'existence d'une entreprise, mais ça peut être aussi le suivi de leurs décisions annuelles d'assemblée générale, les difficultés que les actionnaires peuvent avoir entre eux. Le tribunal peut entendre ce genre de questionnement et apporter réponse par la désignation d'un mandataire pour prendre le relais. On le verra d'ailleurs dans quelques exemples tout à l'heure. Le tribunal est également là pour entendre le dirigeant sur ses difficultés. Et plus le dirigeant viendra se confier au président dans le cadre d'un entretien, j'allais dire finalement assez informel, hein, le dirigeant appelle le secrétariat du tribunal, demande un entretien au président. Dans les 2-3 jours qui suivent, il a son rendez-vous et il peut exposer la difficulté qu'il a en toute confidentialité dans le bureau du président. Ça ne sort pas de ces murs-là. Et il expose les difficultés de pérennité, etc. Et là, il peut entendre l'expression de toutes les procédures qui existent et qui seraient à sa disposition. Et avec échange avec le président, on peut se dire, bon, ben, c'est le moment de tenter une mesure de prévention comme celle que l'on pourra voir. Au contraire, on est déjà très avancé, on est quasiment en cessation des paiements, et ben, on entre dans une procédure qui pourrait être la sauvegarde, le redressement judiciaire. Et quand il n'y a plus vraiment de solution, ben, c'est effectivement la liquidation. Mais voilà le niveau d'écoute qu'a le tribunal. Et je pense que cet aspect-là, me semble-t-il, n'est pas suffisamment connu de nous tous qui sommes des dirigeants ou qui avons été des dirigeants. Parce que si l'on prend ces difficultés suffisamment tôt, si l'on a cette démarche de transparence et d'objectivité, finalement, on arrive à prendre les problèmes plus tôt, et plus on les prend tôt, et plus on se donne de chances de les réussir. Alors, je vais rebondir tout de suite parce que ça semble être un point peut-être même essentiel, c'est que tout le monde ne connaît pas les conditions dans lesquelles on peut avoir accès au président, ce fameux délai de 48 heures. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Parce que ça semble être quand même un sujet. Bien sûr, bien sûr. Ah. Bien sûr. Numéro de téléphone, vous tombez sur mon secrétariat. S'il y a une urgence, je vous reçois dans la journée, enfin, autant que possible, si mon agenda le permet. Sinon, à 24 heures ou 48 heures au maximum, oui, aucun problème. Et comme l'a dit Pierre, personne ne sera au courant. Hein. On sera 2 au courant, ou 3 s'il y a un avocat. C'est tout. Le chef d'entreprise me dit son problème ou ses problèmes. J'essaye de lui trouver une figure juridique qui corresponde à sa problématique. On a de la chance en France. On a des figures juridiques variées, diverses, efficaces, rapides, pas chères. Je fais la promo. Hein. Ce qui fait que entre 70 et 80% des entreprises qui viennent nous voir à ce moment-là, c'est-à-dire qui ont su
anticipées, on va les sortir par le haut. Si elles viennent en procédure collective, on a le même pourcentage par le bas. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. On pourrait, si on voulait faire une analogie avec un thème qu'on emploie souvent, en fin de compte, contacter le président du tribunal de commerce, c'est aussi simple qu'un coup de fil. Ah bah oui, complètement. Complètement. En plus, contrairement à certains autres appels, si on vous dit qu'on vous rappelle, on vous rappellera, on vous écoutera, et il y aura une suite. Vous n'aurez pas un robot au bout du téléphone, vous aurez un être humain qui a été dirigeant d'entreprise, ou qui l'est déjà, ou qui l'est encore, et vous pourrez lui parler. Voilà. Et je vous dis, je suis disponible à 24 heures. J'ai vu qu'il y avait des avocats dans l'assemblée virtuelle. Ils pourront, j'espère, vous le confirmer. Nous faisons le maximum pour être disponible. Le maximum, puisque nous savons bien, je reprends toujours ce même exemple que je prends depuis des années et des années et des années. Je fais le parallèle entre la saisine d'un tribunal et la consultation à un médecin. Si vous allez voir votre médecin dès les premiers symptômes, vous avez 90% de chance d'être guéri, parce que vous êtes venu tôt. Si vous attendez, tout va se compliquer. Tout va se compliquer. En matière d'entreprise, c'est la même chose. Plus vous venez tôt, dès les premiers clignotants, et enfin, les chefs d'entreprise, ils les ont, les clignotants, même s'ils ne sont pas bardés de logiciels. Je leur fais entière confiance, ils les ont en eux, les clignotants. Bon, donc ils savent bien, dès les premiers clignotants, vous venez, on voit s'il y a lieu, quelquefois il n'y a pas lieu, c'est assez rare, mais s'il y a lieu, on prend la figure juridique appropriée et vous verrez, on réglera votre problème. Vous l'avez dit, 80% d'anticipation. Enfin, si on anticipe 80% de chances de résoudre la difficulté, et c'est peut-être ce qu'il faut aussi retenir, à l'inverse, 80% si on attend. Oui, plus de 80%, plus de 90%. Et parce il y a beaucoup de mises en liquidation judiciaire immédiate. Parce que la situation a été prise trop tardivement. Trop tard. Trop tardivement. Trop tard. Ça, c'est ce qu'on risque d'avoir dans les mois qui viennent, un nombre important de liquidations immédiates, beaucoup plus rapides que les années précédentes, non? Monsieur, c'est maintenant qu'on devrait voir exploser les chiffres de prévention. Maintenant. Et on ne les voit pas. Et on ne les voit pas. Maintenant. Ce n'est pas dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est trop tard. C'est maintenant. Les chefs d'entreprise savent bien les problèmes qu'ils vont rencontrer. Bon, avec une marge d'erreur parce qu'on est sur l'avenir, mais ils le savent bien. C'est maintenant qu'ils doivent venir nous voir et venir voir Pierre. Et justement, dans ce cas-là, pour rebondir sur cette question de, on pourrait dire presque d'urgence ou de nécessité, je ne sais pas comment qualifier le mot, selon vous, comment faire passer ce message? Est-ce que vous avez identifié des interlocuteurs institutionnels, associatifs, peu importe, qui pourraient vous aider dans ce cas-là? C'est la difficulté que nous avons, c'est de faire connaître, mais il ne faut pas que ce soit que nous, les représentants du tribunal, des tribunaux, qui doivent faire connaître la procédure de prévention. Mais ces mesures de prévention, il faut les faire connaître. Et vous, MEDEF, tous les clubs de dirigeants, les clubs APM, le CJD, j'en passe et des meilleurs, doivent, enfin, peut-être nous recevoir, mais qu'on puisse exposer cela pour que ce soit bien connu et que ce soit un réflexe simple de la part du dirigeant. Et surtout de désacraliser cette procédure par rapport à l'image qu'elles peuvent avoir comme outil du tribunal. On n'est plus là sur le sujet de la justice, hein, on ne rend pas un jugement, on est là pour mettre à disposition des dirigeants un processus, on va voir en détail, en plus il est facile d'accès, il est facile à mettre en œuvre, et qui permet aux dirigeants d'être acteurs de son redressement, de sa solution, avec l'appui d'un mandataire ad hoc ou l'appui d'un conciliateur. Donc
Alors, comment faire connaître? C'est une question, Loïc, qu'on évoque au moins depuis 2 ans avec toi. Comment faire? On fait des petits déjeuners comme cela, on assiste à des réunions, on exprime dans les publics qu'on voit. Le président est de droit membre d'une commission préfectorale qui réunit toutes les parties prenantes amenées à traiter des difficultés des entreprises. Et là, pareil, les messages sont passés. Pour autant, on sent bien que ce sont des procédures qui ne sont pas encore suffisamment. Mais Pierre, peut-être qu'on oublie aussi, nous, en tant que chef d'entreprise, que c'est un peu notre tribunal. Ah ben, c'est pas un peu, c'est complètement votre tribunal. C'est complètement votre tribunal. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui nous élisent, bien sûr. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. On peut très bien se retrouver dans un moment où on voit le tribunal comme étant quelque chose qui va nous... On a un mot qui est dur, c'est le mot tribunal. Voilà. C'est vrai que le Conseil des prud'hommes, il ne s'appelle pas tribunal, même si c'est bien. Il faudrait peut-être qu'on soit dans la sémantique. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est effectivement notre tribunal. Et que c'est un lieu d'abord d'échange. Enfin, je pense que vous n'avez pas dans votre esprit, quand vous recevez un chef d'entreprise, tout de suite un outillage, une image de sanction. Et je pense que c'est bien au contraire. Je pense que vous avez autre chose dans votre boîte à outils que la sanction, j'imagine. Pour illustrer, François, ce que tu dis, le rôle des sanctions que nous avons, puisqu'on juge des sanctions, c'est pas 1% de l'activité globale du tribunal. Et c'est c'est là où c'est sur ce pourcentage-là que parfois, et les médias aussi, font un focus et qui qu'on rend, je sais pas, une trentaine, oui, j'allais dire une vingtaine de décisions de sanctions au milieu par an. Oui, par an. Oui. Et on a en portefeuille, si je puis dire, mettons 500 dépôts de bilan par an. Ça dure 5-6 ans. Il y en a 3000 en portefeuille, d'accord? Et on rend 20 à 30 décisions de sanctions par an. Je veux dire, c'est ridicule, c'est ridicule. Les chefs d'entreprise n'ont pas à être sanctionnés. Le 1% dont on parle, ce sont des malhonnêtes, ce sont des fraudeurs. Voilà, c'est tout. C'est pas des chefs d'entreprise. Ça n'a rien à voir. Alors peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans ces mesures de prévention, notamment sur le mandat ad hoc. À droite. Voilà. Alors justement, oui, quelles sont effectivement les mesures de prévention sur lesquelles vous pouvez peut-être communiquer des informations et clarifier peut-être un certain nombre de points? Voilà. On va les parcourir, il y en a 2 essentiellement, mais je pense que les auditeurs ont également accès aux documents, donc je vais le parcourir rapidement. C'est pas rapidement. Il faut que tu diriges sur l'écran. Donc les mesures, elles sont prévues. C'est le livre. Tu peux remonter un cran encore. Voilà. Ouais, c'est ça. Des difficultés des entreprises et surtout de la prévention des difficultés, qui est une partie intégrante. Donc ce qui est important, c'est que c'est pris sous l'égide de la protection du tribunal. Donc, c'est des mesures qui s'engagent et le tribunal en protège les entreprises qui les recherchent. Elle permet de juger de l'opportunité et des conditions de la mesure. C'est le tribunal qui en est juge. Et donc, on a ces 2 procédures qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. On va les voir successivement. Voilà. Donc le mandat ad hoc, tout d'abord, c'est l'article L611.3 qui dispose que le président du tribunal, alors c'est une juridiction présidentielle, ça dépend du président, d'accord. Ça dépend du président, ces décisions, c'est la justice présidentielle, comme on dit. Par contre, le président délègue à des juges, et en l'occurrence à Nantes, nous sommes 3, le président, le vice-président et moi-même, qui pouvons recevoir les dirigeants
pour ces procédures. Le tribunal est compétent pour toute activité société commerciale. Au pire, c'est le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire maintenant, pour les autres cas, notamment les artisans. Des remarques à le terme débiteur. Alors, débiteur, ça veut dire qu'on doit de l'argent. Finalement, ces procédures ne sont pas faites uniquement que pour des logiques de débiteur. Et puis, le mot débiteur, c'est un peu impersonnel. En fait, c'est un chef d'entreprise qu'on voit, hein, et qui peut effectivement avoir des dettes à régler. Mais ce terme, donc, est effectivement uniquement les difficultés financières, ce qui n'est pas uniquement et seulement le cas. Ça peut traiter d'autres types de difficultés. Le mandat ad hoc est géré par un article. Ça ne peut pas faire beaucoup, mais c'est parce que justement, il est souple, il permet à chaque situation de trouver la bonne mesure. Donc le principe, c'est que ce dirigeant, le débiteur, expose les difficultés dans lesquelles il se trouve et évoque les pistes qu'il pourrait mettre en œuvre pour redresser sa situation. Mais généralement, ces pistes, pour qu'elles soient mises en œuvre, nécessitent de trouver une manière de faire, des moments de discussion, de négociation avec les créanciers, avec les actionnaires, avec un confrère éventuellement. Et donc, il demande à être accompagné par ce biais, soit par un mandataire ad hoc, on verra, pareil pour le conciliateur. Et ce mandataire ad hoc est désigné par le tribunal. Le dirigeant peut souhaiter proposer un mandataire pour l'accompagner. Et à ce moment-là, j'allais dire dans quasi 100% des cas, on suit le souhait du dirigeant, hein, sauf si on trouve une opposition. Mais le principe, c'est justement, puisqu'il y a déjà eu des discussions entre eux, de faciliter. Et puis, cette décision est confidentielle. Pour autant, si l'entreprise a un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes en est averti. Ça, c'est pour voilà, ce point, ces petites remarques. Concernant les mesures, la confidentialité, le principe, c'est de dire on ne veut pas inquiéter les salariés, on ne veut pas inquiéter les clients de l'entreprise, ni ses fournisseurs, pour lui permettre de continuer son activité malgré les difficultés à traiter. Et donc, les types de demandes qu'on voit, bien sûr, il y a des demandes de difficultés financières, hein, difficultés à faire face au remboursement d'emprunts. Comme jour, j'ai une entreprise qui a eu une difficulté à payer une condamnation qu'elle a eue d'un tribunal. Donc, c'est de comprendre ces difficultés et de voir quel délai il est possible de mettre en avant pour régler. Et dans ces cas-là, pour toutes ces difficultés, eh bien, le mandataire va prendre langue avec ces différents intervenants pour faciliter ces discussions et trouver un accord. Mais ça peut être des difficultés de tout autre ordre. On cite là la maladie, le décès du dirigeant, un conflit entre actionnaires qui fait que plus aucune décision ne se prend. Eh bien, le mandataire va se substituer au dirigeant et trouver avec les parties la bonne solution pour faire repartir l'entreprise. Le principe de cette procédure, c'est d'anticiper suffisamment tôt les difficultés avérées ou prévisibles pour justement les traiter à froid et se donner les quelques mois qui viennent pour trouver la bonne solution. Le mandataire, il n'est pas défini, mais en règle générale, c'est un administrateur qui fait partie de la liste des administrateurs judiciaires, puisque c'est des gens qui
connaissent bien le sujet de l'entreprise, qui en connaissent les parties prenantes, qui sont habitués à rencontrer des difficultés à régler. Par contre, il faut qu'ils soient totalement indépendants, bien entendu, de l'entreprise ou des parties prenantes, et qu'il ait un tempérament de facilitateur, de négociateur. C'est son but de rester un petit peu en retrait, au-dessus de la mêlée, je dirais, pour faciliter l'émergence de solutions. C'est une juridiction présidentielle, je vous l'ai dit. Donc le mandataire rend régulièrement, et ça dépend des ordonnances rendues, mais rend régulièrement compte de sa mission au président, donc, de manière à suivre comment se déroule cette procédure. Et puis, la sortie d'un mandat ad hoc, c'est la solution qui a été trouvée, c'est-à-dire l'accord entre les parties, et c'est là qu'on disait qu'on a entre 70 et 80% de sorties par le haut. Les 4 étapes qui sont nécessaires d'aborder, j'allais dire successivement, c'est un diagnostic. Donc le mandataire commence par faire un diagnostic de la situation. Dans les 15 jours, 3 semaines, il a la vision du sujet. Il identifie les besoins à trouver et les solutions qu'il va falloir mettre en œuvre. Il rentre en négociation, ça c'est la 3e période. Et puis la 4e, c'est l'idéal, c'est on signe un protocole d'accord et on suit l'exécution de ce protocole. Ça c'est le mandat ad hoc. Pour la conciliation, voilà. Là à l'inverse, on a beaucoup plus d'articles, on en a 13. Donc là ça peut paraître beaucoup, si tout à l'heure ça paraissait pas beaucoup. Cette procédure est plus encadrée. Mais en même temps, on va voir, elle se ressemble beaucoup, puisque l'objectif, c'est de régler aussi, là, les difficultés que peuvent rencontrer les dirigeants. Donc, la procédure de conciliation, voilà, elle est instituée donc devant le tribunal. Il y a une procédure de conciliation pour bénéficier aux débiteurs, toujours le même terme de débiteur. C'est réservé aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, donc comme tout à l'heure, financière, économique, dont les éléments sont déjà prévisibles. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'entreprises seraient en situation de solliciter, parce qu'elles savent bien qu'aujourd'hui, elles ont eu le PGE, elles ont reporté les paiements de leurs cotisations parce que la loi et le cadre de la pandémie le permet, mais savent aussi pour beaucoup que la sortie dans 3 à 6 mois, ils ne la voient pas très très bien. Et donc, je prends l'exemple, hier j'ai eu deux sollicitations. Et ces 2 sollicitations, elles viennent de dirigeants qui ont compris que de toute façon, même si ça repartait bien en mai, juin, juillet, leur activité, elle ne serait pas suffisante pour faire face au rattrapage des dettes à payer qu'elles ont. Et donc, elles se disent, il faut que je retrouve du temps. Et ce ne sera plus les mesures de la pandémie qui permettront, il faut que je les trouve par moi-même. Donc, est-ce que le tribunal peut m'aider? C'est 2 cas très différents, mais pour répondre à cette préoccupation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper à partir de difficultés dont on sait qu'elles sont prévisibles. Puis il y a une phrase qui m'interpelle, enfin, qui mérite peut-être une explication plus concrète, c'est cette problématique des cessations de paiement depuis plus de 45 jours. Je sais que parfois, le chef d'entreprise peut se poser la question, le suis-je ou ne le suis-je pas? Comment on peut le déterminer? Voilà, ça peut être… N'hésite pas. Oui. Le déterminer, c'est un peu difficile, parce que la définition, c'est l'impossibilité de faire face au passif exigible grâce à l'actif disponible. Déjà, passif exigible, actif disponible, faut être d'accord sur les termes. Par contre, ce qui est important, c'est que cette procédure de conciliation, ce n'était pas le cas quand elle a vu le jour, cette procédure. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez être en état de cessation des paiements et néanmoins rentrer en procédure de conciliation à 2 conditions.
que vous n'ayez pas été en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et que la sortie de la conciliation mette fin à l'état de cessation des paiements. C'est-à-dire, en gros, qu'un accord ait été trouvé. D'accord? Mais ça veut dire, vous voyez la progression. Au départ, il y avait, vous êtes en cessation des paiements, voilà le chemin que vous devez prendre. Vous ne l'êtes pas, voilà. Là, à l'heure actuelle, les chemins s'entrecroisent. Vous pouvez être en état de cessation des paiements et néanmoins bénéficier de la procédure de conciliation à la condition de ne pas jouer aux apprentis sorciers, hein, c'est-à-dire 45 jours, pas plus, et si la sortie met fin à l'état de cessation de paiement, pas de problème. Et il y a à l'heure actuelle pas mal de réflexions sur est-ce que l'état de cessation des paiements est quelque chose qu'il faut maintenir? Est-ce que ça a toujours un sens? Voilà, on réfléchit à ça. Excuse-moi. Non, mais donc, cette procédure de conciliation, elle est ouverte à toutes les professions commerciales, bien sûr, mais aussi les professions réglementées, les professions libérales. Le président est saisi par requête, hein, et cette requête, elle expose la situation de l'entreprise, du débiteur, les besoins qu'elle évoque, et puis les pistes, les solutions qui pourraient être à mettre en place. Donc, c'est le président qui désigne le mandataire, enfin le conciliateur, comme tout à l'heure pour le mandat ad hoc, et puis la prolongation. Alors, c'est une désignation dans la conciliation pour 4 mois, renouvelable 1 mois supplémentaire. Néanmoins, dans cette période exceptionnelle, pandémie et loi d'urgence sanitaire, ce renouvellement est actuellement possible et aujourd'hui, on peut dire qu'on peut être en procédure de conciliation 10 mois. Mais normalement, le rythme, c'est 4 mois et 1 mois, j'allais dire, pour boucler définitivement, à l'inverse du mandat ad hoc qui, lui, est renouvelable. Longtemps, on peut avoir des entreprises qui restent sous mandat ad hoc pendant 1 an, voire 18 mois. On a vu, bon, à un moment, ça n'a peut-être plus trop de sens, mais voilà. L'information est communiquée au ministère public et puis là aussi au commissaire aux comptes si l'entreprise a un commissaire aux comptes en tant que société. Le président dispose d'un pouvoir d'investigation, rarement utilisé, mais ça peut être intéressant, notamment pour le dirigeant, de savoir qu'à un moment, on peut aller plus loin. Et un droit de communication. Le but étant pour le conciliateur d'être dans un état tel qu'il cherche à trouver l'accord avec les parties prenantes, souvent les financiers, les banques, le cas échéant avec les actionnaires, puisque une restructuration souvent nécessite bien sûr un aménagement des recours bancaires, mais aussi quelquefois un renforcement de la situation des capitaux propres. Donc, c'est cet ensemble qui est travaillé par le conciliateur, mais avec bien sûr la contribution très forte du dirigeant. C'est-à-dire que ça ne peut réussir que si le dirigeant lui-même se sent investi, il est simplement soutenu et peut prendre un petit peu de recul puisqu'il a ce conciliateur en première ligne, notamment sur les négociations. Le conciliateur ne rend compte qu'au président du tribunal, donc c'est une procédure également qui est confidentielle, tout à l'heure. Alors ça c'est intéressant aussi dans la procédure de conciliation, si l'entreprise est poursuivie, le dirigeant débiteur est poursuivi, eh bien cette procédure met à l'arrêt, peut mettre à l'arrêt les poursuites. Le tribunal peut également donner du temps, ce fameux délai de grâce par l'article 1343. Le délai de grâce, c'est dans une limite de 2 années. Alors c'est le temps, mais c'est aussi le coût, c'est-à-dire que le taux d'intérêt qui aurait pu être prévu entre les parties, le tribunal peut le ramener au taux légal, c'est-à-dire réduire généralement son niveau.
et puis suspendre ces fameuses procédures d'exception qu'on peut les suspendre. Voilà. Les issues, elles sont de deux ordres. Soit on sort par le haut, c'est un accord, et si ce n'est pas un accord, ça veut dire que, comme on le disait à l'instant, ou comme Luc le disait, la cessation des paiements, elle apparaît aussitôt, puisque l'accord n'est pas trouvé, et à ce moment-là, l'entreprise bénéficie des procédures de sauvegarde, si on a encore des chances, ou sinon redressement judiciaire, voire plutôt liquidation. Et si l'accord est tenu, si l'accord est trouvé, eh bien, il est soit constaté, soit homologué. S'il est constaté, le tribunal lui donne force exécutoire. Donc, toutes les parties prenantes à l'accord se trouvent obligées de satisfaire les engagements qu'elles ont pris dans l'accord. S'il est homologué, ça veut dire qu'il est déposé au greffe, et là, il devient public et il est susceptible éventuellement d'appel de la part du ministère public. Je ne sais pas si ça arrive bien souvent. Voilà, on en termine ici, quasiment. Ah oui, il y a aussi les cautions, j'ai oublié de le stipuler. Ces accords peuvent bénéficier aux cautions également, et ça suspend leurs appels. Hein. C'est ce qui est ici dans cette phase-là. Voilà. L'article 611-17, lui, précise que le conciliateur peut être chargé d'une mission ayant pour objet l'organisation de la cession partielle ou totale de l'entreprise. On peut être amené à solliciter cette mesure quand un dirigeant est un peu en difficulté, sans de toute façon, c'est plus lui qui pourra mener le projet du redressement, ça arrive un peu tard par rapport à ses objectifs, il aurait voulu céder. On peut très bien utiliser cette procédure pour préparer la cession totale ou partielle de l'entreprise. Et dès que le package, comme on dit maintenant, de cession se met en œuvre, eh bien, on bascule dans une procédure de sauvegarde avec le repreneur qui a été identifié, qui est prêt à prendre l'opération, et on a une sortie par le haut qui sont ces cessions sous procédure collective. Donc ça, on n'en voit pas encore beaucoup, non, mais c'est bien, c'est une bonne mesure. Hein, une bonne mesure. Une bonne mesure. Pré-accession. Qui s'appelle le pré-accession. Voilà. Donc, c'est un cas qui n'est pas encore développé. On l'a néanmoins dernier point. C'est un peu l'objectif de ces mesures de prévention. Hein, c'est faire mieux et plus vite. C'est tout le but de la prévention, de démarrer le plus tôt possible. La préparation du stade de la conciliation pour cette session, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il faut que le dirigeant soit conscient et soit volontaire d'entrer dans cette démarche pour que ça aboutisse. Pour que tout cela fonctionne, il faut que les créanciers impliqués dans les protocoles soient bien sûr consentants aux mesures qu'ils ont acceptées dans la négociation. Et pour la cession d'une entreprise, il faut que l'avis du ministère public soit requis pour la cession. Voilà, la conclusion, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, 70 à 80% de succès, dans des délais qui sont 4-5 mois, c'est quand même le minimum. Sur des mandats ad hoc, on peut aller jusqu'à 8-10 mois. Hein. Mais ce n'est pas grave, hein, ça donne le temps, et pendant ces mesures de prévention, eh bien, on a stoppé un petit peu l'hémorragie, ce qui permet d'avancer plus sereinement. Voilà. Donc, juste deux petits points. En matière de conciliation, pendant la période de conciliation, le dirigeant d'entreprise reste pleinement et totalement
le maître de son affaire. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non. Il peut à tout moment mettre fin à la procédure, ses pouvoirs ne sont entamés en quoi que ce soit. Hein, très clair. Je reviens sur la caution. Pourquoi? Parce que 80 ou 90% des cautions sont les dirigeants d'entreprise. Quelquefois le conjoint, quelquefois des anciens dirigeants, mais en règle générale, ce sont les dirigeants. À partir du moment où vous enclenchez une procédure de conciliation, l'accord qui va être passé, la caution peut s'en prévaloir. C'est-à-dire que si une banque, parce qu'en règle générale c'est une banque, par malice, venez voir le dirigeant en lui disant « Bon, vous avez passé un accord là, à l'entreprise, d'accord, mais vous êtes caution, payez-moi », la caution peut dire « Non, non, il y a un accord, cet accord me profite ». C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le nouveau délai dont bénéficie l'entreprise, la caution va en bénéficier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef d'entreprise va pouvoir, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, se consacrer à l'essentiel de sa mission sans se prendre la tête sur son engagement de caution, c'est-à-dire dire je m'occupe de ma boîte. D'accord? Donc, deux choses extrêmement importantes. Il reste à la tête de son entreprise. Il peut arrêter la mission, la conciliation, quand il le veut. Il vient voir en disant non, j'arrête. Ok, d'accord, arrêtez, pas de problème. Moi, j'arrête pas, mais vous arrêtez, vous arrêtez. Et l'incidence de la caution. Extrêmement important. C'est un angle d'analyse aussi du besoin qui est pertinent. Alors, une question d'ordre pratico-pratique sur le plan financier. Enfin, ça a un coût, j'imagine. Donc, quand l'entreprise est déjà un petit peu en difficulté financière, quel est que doit-on se préparer à débourser pour aller soit sur un mandat ad hoc, soit sur une conciliation? Alors, mandat ad hoc, c'est pas ce qui coûte. C'est surtout, on parle surtout de la conciliation. Alors, nous sommes conscients que c'est un des obstacles. Ça l'est d'autant plus que s'il y a un trou dans la raquette au niveau des mesures de soutien des entreprises, ce sont les TPE et les PME. Les grosses PME et les ETI, elles ont la logistique, juridique, financière, j'ai pas d'inquiétude. Bon, elles vont reconnaître leur chemin. Les TPE et les petites entreprises, elles n'ont pas cette logistique et le coût fait peur. Donc, instruits de ça, nous avons souhaité, et nous sommes autour d'une table, avec les intervenants, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, conciliateurs, autour d'une table de façon à permettre un accès plus facile à ces procédures. Voilà, je ne peux pas vous dire parce qu'on est en discussion, mais je souhaiterais que ça reste un ticket d'entrée voilà, abordable. Très, très abordable. Très abordable. Pour donner une idée. Alors, oui, forfaitaire, oui, si on peut. Bien sûr. Oui, bien sûr. On y travaille parce qu'on sait que c'est un point de blocage. Oui. Pour donner une petite idée, sur une entreprise qui fait moins de 3-4 millions de chiffre d'affaires, qui a réglé des sujets d'étalement, d'endettement bancaire, de discussion avec les principaux fournisseurs, on a une ouverture de la procédure qui va nécessiter de débourser 1 500 €. Et puis après, une mission dont le montant maximum ne dépassera pas 7 000 €. C'est souvent ça pour des mandats. Pour les entreprises plus grosses, ça peut être évidemment, ça peut monter à 15 ou 20 000 €, mais toute proportion gardée, c'est rien si l'on compare aux tarifications, aux honoraires facturés par les cabinets de restructuring. Hein, on prend des belles PME, des ETI qui ont accès à ces prestataires, qui font un boulot un peu équivalent, puisque les marges de manœuvre sont les mêmes, mais là, on est des tarifs, c'est 2 000 € la journée. Donc,
somme toute, c'est cher, mais bon, ça coûte moins cher que d'aller directement au dépôt de bilan. Hein. Et puis, deuxièmement, c'est quand même des coûts moins élevés, bien moins élevés que les cabinets spécialisés en restructuration d'entreprise. Mais qui sont peut-être plus dédiés aux plus De grosses. Comme ils n'arrivent pas à facturer sur ce genre d'entreprise petite, d'où l'intérêt du groupe de travail. Voilà. On s'occupe des TPE et petites de façon à négocier des tarifs en dessous des tarifs qui viennent de vous être indiqués. On y travaille parce qu'on sait que c'est un point de blocage important. Par contre, ce point de blocage, il est facile. Il est facile parce qu'on le connaît et on a des leviers. Il y a d'autres points de blocage qu'on connaît et sur lesquels on n'a pas de levier. Et là, je ne sais pas comment m'y prendre. En clair, ça n'est pas le profil d'un chef d'entreprise que d'avoir le premier réflexe de dire au secours. Voilà. Son premier réflexe, c'est de dire attendez, il y a un problème, je m'en occupe. Bon, voilà. Et tant mieux, c'est bien. C'est un profil intéressant. Sauf qu'il y a un moment où il faut qu'on lui dise non, pas toi. Temporairement, mets-toi de côté, écoute, voilà. Et c'est pas le profil. Voilà. Et c'est difficile d'agir là-dessus. C'est très difficile. Je pense qu'on aurait plein de questions encore. Je crois qu'on a compris que la prévention, c'est certainement là-dessus qu'il faut vraiment insister, parce qu'on a des vraies marges de manœuvre. Le temps, dans le cadre de cette présentation, nous presse un peu. J'aurais effectivement encore plein de questions, mais je crois qu'il est temps de passer la parole maintenant à François pour poursuivre sur les derniers sujets. Merci Pascal. Et donc de poursuivre, si je prends la fin de votre intervention sur d'autres moyens peut-être de faire de la prévention. Absolument. Hein, ce sujet, au mois de janvier, il y a eu l'audience solennelle du tribunal de commerce au cours de laquelle vous avez rappelé votre priorité, enfin, un des chantiers prioritaires qui est le dépôt des comptes sociaux. J'ai cru comprendre que vous aviez une entreprise sur 3, c'est ça, je crois, voilà, sur le tribunal de Nantes qui ne satisfait pas à cette exigence. Donc voilà, les thématiques que nous pouvons aborder maintenant, c'est pourquoi le tribunal de commerce a-t-il acté ce sujet du dépôt des comptes comme un axe prioritaire et quel est le but de ce dépôt et pourquoi les entreprises doivent-elles respecter cette obligation, entre autres questions qu'on a à vous poser ce matin. Bien sûr, je me doutais bien que ça viendrait. Et tant mieux. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure de prévention. C'est la première mesure de prévention. Une entreprise sur 3 ne dépose pas ses comptes sociaux. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas demander à un tribunal de se voiler la face et de dire il y a une entreprise sur 3 qui ne respecte pas la loi, tant pis, je ferme les yeux. Ce n'est pas possible. L'argument qui a été invoqué à juste titre par les entreprises jusqu'à ce jour et qui tenait à la confidentialité des comptes et des marges, cet argument a été entendu par le législateur. Il a permis à peu près à toutes les entreprises de taille petite, moyenne, de faire une publication de leurs comptes sociaux sous confidentialité. Donc cet argument n'a plus prise. Donc quand le tribunal a constaté ces trous dans la raquette, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que j'enclenche une procédure. Je la souhaite explicative, consensuelle. Nous avons lancé un premier volant de rappel, 8000 lettres. Il y a un deuxième rappel qui est fait par le procureur de la République. Je pense qu'on va tomber à 5000. J'espère en dessous parce que
recevoir 5000 entreprises, ça va me poser problème. Surtout avec des jauges à 20 personnes. Surtout avec une salle avec une jauge à 20 personnes. Le délai Il y a de des 48 heures, il sera peut-être. Je vois les entreprises qui se disent, ça va, on a le temps. Donc, je vais quand même organiser des audiences. Pourquoi? Parce que je souhaite expliquer la raison du dépôt des comptes. À cette audience, je joue franc jeu, il y aura la plupart du temps le prononcé d'une astreinte. Une astreinte, c'est quoi? C'est une mesure coercitive, financière, qui courra tous les jours. Par contre, cette astreinte ne sera pas liquidée, c'est-à-dire ne sera pas exigible, en gros, et je donnerai rendez-vous à l'entreprise à 1 mois ou 2 mois pour savoir si cette entreprise a déposé ses comptes ou pas. Si elle a déposé ses comptes, pas de problème, on met l'ordonnance à néant. Si elle n'a pas déposé ses comptes, on liquidera et on mettra à l'exigibilité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je fais faire des travaux à l'heure actuelle dans ma maison. Je fais refaire une terrasse extérieure. C'est un budget de 15 000 € à peu près. J'ai donc fait établir 4 devis, normal. J'ai reçu 4 devis, des devis surprenants dans tous les sens, mais j'ai reçu des devis. Donc, bien évidemment, je suis allé voir les comptes sociaux. J'avais une seule entreprise qui déposait les comptes et sous confidentialité. Alors, je me suis dit, toutes les entreprises dont j'ai reçu les devis me demandent un chèque de 30% d'acompte, ce qui est tout à fait normal, puisqu'elles vont commander la marchandise, elles se sont investies, elles ont fait un devis, elles ont des salariés, rien à dire, aucun problème. Mais ce chèque, je le donne à qui? Je ne connais pas. Et le seul discours que j'ai en retour, toujours le même, ah, mais vous savez, il y a longtemps qu'on est là. Oui, d'accord, mais... Vous voyez, donc la transparence, c'est la première étape de la prévention. Voilà, surtout des comptes sous confidentialité. Je veux dire, voilà, vos marges, vous les avez. Voilà. Et quand je parle des comptes sous confidentialité, je vous assure que quand les comptes sont déposés sous le principe de la confidentialité, les personnes physiques ou morales qui peuvent y avoir accès, je les compte sur le doigt de la main. Hein. Oui, vous me disiez lors de la préparation, c'est qu'on est à 95% des entreprises qui accèdent à cette confidentialité, hein, je crois, sur le tribunal de commerce de Nantes. Ah oui, bien sûr. Mais c'est normal. Le législateur a entendu, l'argument était entendable. Bon, ok. Le seul problème qui peut encore exister, c'est pour des entreprises de taille internationale de dire qu'il y a une distorsion entre pays. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le problème du tribunal, c'est le problème des députés. Hein. Voilà, parce que vous rappelez que la France est le seul pays, je crois, qui... Non, on n'est pas le seul, mais on est un des pays où le souhait de transparence est poussé à ce point. Mais que les pays s'harmonisent, par le haut ou par le bas, ce n'est pas mon problème. Moi, si demain on me dit qu'il n'y a plus d'obligation de publier les comptes, aucun problème, hein. On arrête tout. Hein. Une entreprise sur 3, est-ce que c'est toujours la même entreprise finalement? Est-ce que vous avez finalement des profils d'entreprises qui ne déposeront jamais leur compte? Et c'est peut-être plutôt celles-là qui seront appelées devant vous à l'audience Nous savons qu'il y aura des profils d'entreprises pour lesquels il va falloir être convaincant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours l'image du fait que dès qu'on publie ces comptes, ils sont mis sur la place publique. Donc la procédure de confidentialité l'évite, bien entendu. Le but pour le tribunal, c'est de manière préventive également, de repérer s'il y a des fragilités dans le bilan d'une entreprise, notamment une disparition des fonds propres par des pertes successives, etc., de manière à prendre langue avec le dirigeant en lui disant « Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce serait le moment de
de prendre en main l'avenir de votre entreprise et de travailler maintenant à des solutions de redressement. C'est aussi ça le but. Après, ayant connu le monde des ETI ou des grosses PME dans ma vie professionnelle, cette confidentialité, elle est fondamentale, elle n'existait pas avant. Et deuxièmement, on ne parle que des comptes sociaux. C'est-à-dire que dans bien des groupes, maintenant, on est dans des logiques de consolidation. Et le sens économique des comptes, c'est les comptes consolidés, c'est plus les comptes sociaux dans des groupes. Les comptes consolidés, c'est pas public. Donc, je pense qu'il faut aussi là faire œuvre de pédagogie pour bien comprendre que l'enjeu de la publication des comptes, c'est vraiment pas un enjeu fondamental qui viendrait à l'encontre de la confidentialité. Je pense qu'il y a beaucoup de passivité. Hein. Je suis convaincu que on va tomber à 3, 4, 5%. J'en suis convaincu. Dernière question avant de conclure, ou en tout cas de répondre à quelques interrogations, mais rapidement. Mais c'est juste le fait de le moment où on est appelé par le tribunal pour ce premier entretien, c'est un entretien qui se passe dans la salle d'audience, en robe. Ah oui, non, c'est une audience. C'est une audience. C'est une audience, oui, bien sûr. C'est une audience. C'est une audience. Alors, j'ai souhaité ce moment, pourquoi justement pour ne pas réduire l'image du tribunal à une image simplement d'entité qui sanctionne. C'est-à-dire, je souhaite expliquer, parce qu'en plus, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, qu'avec cette possibilité de confidentialité, il n'y a plus d'arguments. Mais s'il y a des arguments, le message que je passe, c'est « Ok, je vous écoute. Pourquoi ?» Voilà, cette première étape d'explication. Merci beaucoup. Je propose effectivement de répondre à quelques questions. Alors, on ne pourra pas répondre à tout et si possible assez rapidement compte tenu du délai actuellement. J'ai une première question sur la première partie. Quelle est la disponibilité, quel est le temps consacré par les juges à leur mission de juge? Comptez entre un minimum de 30 à 40 jours par an, qui se décompose de la façon suivante. Vous avez une quinzaine de jours de formation, vous avez une dizaine de jours d'audience, vous avez les réunions de juges, et à ce stade, vous n'avez pas rédigé un seul jugement. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous allez partir par mois avec entre 2 et 3 jugements par mois. Donc, vous voyez, 40 à 50 jours, c'est un minimum. Ça veut dire soir et ou week-end. Très bien, merci. La rédaction du jugement pouvant être quand même assez lourde et prégnante. Hein. Alors on travaille de chez soi, puisqu'on a les éléments, mais le temps de rédaction, pour certains juges, c'est plusieurs jours par jugement. Hein. Alors, merci beaucoup. Effectivement, on apprenant pour le coup. Quels sont les délais moyens d'audiencement au TC? D'audience, alors qu'est-ce que vous entendez par audiencement? À partir du moment où un dossier effectivement est déposé au TC et où la décision est rendue. Ah bah ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend pas de nous. Hein. Okay. Ça dépend de nous. Moi, je peux répondre à votre question en vous disant, quand on sort de l'audience où il y a eu les plaidoiries, vous avez une décision dans les 2 mois. Ça, c'est clair. Par contre, tout ce qui s'est passé avant, si ça se trouve, il a assigné son débiteur depuis 3 ou 4 ans, qui a demandé des expertises, des contre-expertises, ça, c'est un délai que je ne maîtrise pas. Le seul délai que je maîtrise, on arrive à peu près à le maîtriser, c'est le délai entre la fin des plaidoiries, c'est-à-dire ce qu'on appelle le délibéré, et le rendu du délibéré, 2 mois. Les exceptions, je les gère, je les regarde, il y en a toujours, je les compte par an, je les compte sur les doigts d'une main. 2 mois.
Merci beaucoup. Est-ce que le fait de ne pas avoir déposé ses comptes a eu une incidence sur la réunion, enfin la possibilité de rendez-vous à 48 heures pour le TC? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne sais même pas. Je ne les connais pas, il y en a 8000. Quand je reçois monsieur ou madame, je ne sais pas. Puis à ce stade, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le problème. Non. Moi, j'ai une question complémentaire. En cas de condamnation, parce que je n'ai pas déposé, parce que vous allez me condamner, est-ce que c'est l'entreprise qui va régler et à ce moment-là, je me dis, ça passe sur… Non, c'est le chef d'entreprise. C'est une condamnation personnelle. Ça, je pense qu'on ne le sait pas assez. En tout cas, condamnation personnelle. Et si le chef d'entreprise, il lui prenait l'envie de faire prendre en charge par la société, c'est de l'abus de biens sociaux. C'est ça. Très bien. Une dernière question. Avec qui le chef d'entreprise peut-il venir au moment effectivement de cette réunion à 48 heures? Rendez-vous à 48 heures. Ou doit-il venir? Alors, il peut venir tout seul. En règle générale, il a préparé, il a discuté avec un avocat. En règle générale, c'est avec un avocat. Mais ça n'est pas obligatoire. Il peut venir tout seul. On reçoit des chefs d'entreprise qui viennent seuls. On en reçoit avec des avocats. Il n'y a pas de figure imposée. J'ai une question dans le chat. Que penser de protéger la transparence des comptes quand le fichier de FNIG, interdiction de gérer, est inaccessible? Parce que le chèque de travaux dans la maison peut facilement être donné à un véritable escroc. Excellente question. Excellente question. Il faut ouvrir l'accès aux fichiers les interdits de gérer, au moins, allez, je vais jeter le pavé, au moins aux banques. Au moins aux banques. De façon à ce qu'elles n'ouvrent pas des comptes à des gens qui sont interdits de gérer, parce qu'elles ne le savent pas à l'heure actuelle. Oui, je suis d'accord. Il faut ouvrir ce fichier plus largement. Je pense que ça va être fait. Le fichier des interdits de gérer, l'accouchement a duré entre 5 et 8 ans. Donc, on l'a grâce aux greffes. Ce sont les greffes qui, sur fonds propres, ont constitué ce fichier. Nous l'avons. Les personnes qui ont accès à ce fichier sont en nombre restreint. Je pense que ça va s'ouvrir. Mais je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée. Dernière question, et après je vous laisse. Comment accentuer la prévention des difficultés? Peut-être par une meilleure liaison avec les organismes publics, URSSAF, DGFiP, Caisse de retraite, et développer un site internet permettant de signaler les retards de paiement en protégeant la confidentialité des données. Comment accentuer finalement cette question de la prévention? Avec les intervenants que vous citez, je ne pense pas, ça existe déjà. Quand vous avez des problèmes avec ce qu'on appelle les privilégiés généraux, URSSAF, Trésor, c'est sur la table. Non, je suis convaincu que c'est en faisant connaître ces procédures lors de réunions, de conférences comme celle-ci, et puis en rabâchant. Les banques sont notre relais important et je les remercie de relayer ce message. Les avocats sont nos relais également et je les remercie. Voilà, je pense qu'il faut remettre sur l'ouvrage sans arrêt. C'est quelque part aussi travailler sur le sujet de l'isolement du dirigeant. Le dirigeant qui a des difficultés a tendance à se refermer sur lui-même au lieu d'échanger avec un environnement, un relationnel, ses conseils. S'il arrive à échanger, il a automatiquement des conseils qui connaissent ces procédures. Écoutez, Loïc Belaï, merci beaucoup. Pierre merci à vous. Merci de votre accueil. Merci pour ces explications. Si vous souhaitez, bien évidemment, continuer la discussion, vous avez le mail de Yann Lemitoire au MEDEF qui peut recevoir la suite de vos questions ou tout simplement de rentrer en contact avec le tribunal. En tout cas, on a compris que prévention aux entreprises et pas l'inverse. Donc, je pense que c'est un message important qu'on doit entendre, nous, dirigeants, et qu'on doit relayer autour de nous. Et donc, voilà,